Pour commencer, on se disait qu'on allait revenir brièvement sur nos structures et pour ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire et qui ne connaissent pas nos structures, en deux mots, Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de ressources régional sur le développement territorial. Notre rôle, c'est d'accompagner les collectivités, que ce soit élus ou techniciens, à mener leurs projets de territoire sur différents sujets, que ce soit la revitalisation des centres-villes, centres-bourgs, les circuits courts alimentaires, la politique de la ville, les dynamiques d'emploi ou, comme aujourd'hui, sur les questions d'inclusion numérique. Et pour ce faire, on propose différents outils de l'échange de pratiques du retour d'expérience, des conférences comme aujourd'hui, des groupes de travail, des articles un petit peu synthétiques d'outils ou de choses auxquelles on assiste et qu'on souhaite vous repartager pour vous outiller au quotidien. Donc voilà un petit peu ce qu'on propose et cette mission-là, on l'a fait en partenariat du coup avec le hub Ubique. Et du coup, Marley, je te laisse présenter Ubique. Carrément. Et donc, Ubique, on est un des premiers hubs territoriaux pour un numérique inclusif. Donc, on est une coopérative régionale et le centre de ressources sur l'inclusion numérique en Nouvelle-Aquitaine, donc que ce soit pour les acteurs publics ou privés. Donc, on va intervenir sur une diversité d'acteurs sur le champ de la médiation numérique, donc que ce soit des collectivités, des entreprises, ça peut être aussi des associations ou encore des acteurs sociaux. Donc, ça va passer par plusieurs choses. Ça peut être de l'animation sur le territoire, de la formation ou encore, par exemple, de l'ingénierie et du conseil. On va, par exemple, aussi déployer en région des dispositifs qui sont mis en place par la Banque des territoires et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, pour que ce soit un peu plus concret, peut-être le dispositif Elan Connect qui doit peut-être vous parler, ou encore le dispositif Conseil numérique France Service. Merci Marley. Donc voilà, peut-être pour une petite présentation. Et donc moi, je suis Marley Nguyen, je suis en charge de l'animation territoriale et de l'accompagnement de projets économie sociale et solidaire. Hop. Merci. Du Merci, coup, on Merci, va Marley. aussi vous envoyer peut-être dans le chat les liens de nos sites. Vous dire aussi qu'on a respectivement des newsletters qui sont mensuels où est-ce qu'on partage pas mal d'infos et d'actualités sur tous les sujets liés à l'inclusion numérique sur le territoire et un peu au-delà. Voilà, je Hop, vous mets donc, tout de je suite mets ça un lien dans le dans le chat. chat. Voilà. Et du coup, si tout le monde est prêt, on va passer au sujet du jour. Donc, cette conférence s'inscrit dans un cycle auquel certains, je revois des têtes, auquel certains ont participé jusque-là, un cycle qui s'est déroulé en 6 étapes depuis avril 2021 maintenant, donc plus d'1 an, où on a proposé du coup à la fois des conférences et des groupes de travail sur les 6 étapes de la démarche d'inclusion numérique, donc en passant par l'identification des publics, l'identification des acteurs, la coordination des acteurs. D'ailleurs, je vois Paul, bonjour Paul, qui a participé à ce webinaire-là. Enfin voilà, et à chaque fois, du coup, on faisait intervenir à la fois des experts et des territoires qui étaient plutôt avancés sur ce sujet et qui pouvaient vous partager un petit peu leur retour d'expérience bonne ou des écueils aussi à éviter. Et donc voilà, on a imaginé ces 6 étapes. Et donc la dernière des étapes, c'est aujourd'hui, c'est la question de l'évaluation. Non pas que la question de l'évaluation arrive en dernier dans la démarche, elle arrive, c'est ce qu'on verra avec Alice, elle arrive un peu au fil de l'eau de la démarche. Et l'idée, c'est pas de la faire en tout dernier, bien au contraire. Mais du coup, c'est d'aborder ce sujet-là qui est un peu vaste, parfois un peu flou, et on ne sait pas trop comment l'aborder euh, sur ce sujet en particulier. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de vous proposer ce webinaire. Donc voilà, Marley, tu nous en dis un peu plus sur ce qui nous attend au programme de cette matinée? Oui, carrément. Bah, je pense que tu en as déjà dit pas mal, mais juste rappeler que l'évaluation, bah, c'est quand même un sujet central dans toute démarche d'inclusion numérique territoriale. Vous dire aussi qu'on avait fait un groupe de travail le 7 avril dernier. On va vous partager aussi le lien de restitution qui voilà, fait un petit compte-rendu qu'on va vous transmettre dans le chat.
Et je pense que sans plus attendre, parce qu'il est déjà 10h41, on accueille ce matin Alice Ledré, qui est consultante chercheuse pour le cabinet Helix. Donc bonjour Alice. Bonjour à tous et à toutes. Ben, merci beaucoup d'être Et là avec plaisir. ce matin. Peut-être pour commencer, tu pourrais nous présenter brièvement Helix et l'objet aussi de ton intervention ce matin. Ouais, tout à fait. Alors, si ça vous va, je vous partage juste les slides là qui vont nous servir de support du coup pour ce temps de partage et de discussion. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Pas de souci? Ouais. Super. Déjà, je voulais vous remercier de nous avoir proposé de participer à ce temps de webinaire ce matin. Donc, je suis Alice Ledré, je suis consultante chercheuse au sein du cabinet Helix. Donc, en fait, on est une agence en innovation sociale. Notre rôle, c'est d'accompagner tout porteur de projet, tout acteur. Donc, ça peut être effectivement des associations, des entreprises, mais aussi beaucoup de collectivités sur la stratégie, le déploiement et notamment l'évaluation de projets d'intérêt général. On a une histoire qui est fortement liée à la Nouvelle-Aquitaine, parce que nos 2 premiers bureaux ont été ouverts à Bordeaux et à Poitiers. Et aujourd'hui, on est également sur les territoires de Lyon et de Paris. Donc effectivement, pour accompagner en fait les différentes organisations, on va mobiliser différents outils et on va notamment nous mobiliser la question de l'évaluation et de la mesure d'impact. La mesure d'impact, c'est vraiment un terme un peu à la mode, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Pour autant, c'est pas toujours forcément clair ni facile pour les acteurs, à la fois de s'approprier ces démarches et puis de bien comprendre de quelle manière elles peuvent leur être utiles. Laurine, effectivement, disait tout à l'heure qu'on pense souvent l'évaluation finalement en post, hein, c'est-à-dire après la gestion d'un projet. Moi, mon propos aujourd'hui, ce sera plutôt de voir, de partager avec vous, puis de discuter surtout avec vous sur la manière en fait, dont ces démarches-là, elles peuvent être intégrées finalement dès le départ des initiatives que vous pouvez mettre en place et dans quelle mesure elles peuvent vous être utiles. Parfois, l'évaluation, on le voit surtout comme quelque chose d'un peu redondant, sur lequel on n'a pas beaucoup de temps, qui nécessite beaucoup de ressources et qui parfois peut produire aussi un peu des résultats un peu déceptifs. Là, l'idée, c'est de voir aussi comment ces démarches-là, elles peuvent s'intégrer autrement et elles peuvent être vécues autrement et porter d'autres fruits que ce qu'on peut avoir en tête. Alors, pour le découpage du coup de la matinée, on va en fait alterner entre plutôt des temps de présentation, moi que je vous présente un peu les grands aspects, des temps de discussion et puis des temps de mise en pratique aussi, là sur l'heure et demie qui s'annonce pour nous. Dans un premier temps, je vais revenir un tout petit peu sur quelques fondements théoriques. Alors, vous en faites pas, ça va être assez léger, mais en fait, sur pourquoi on parle d'impact social, pourquoi c'est une notion qu'on entend beaucoup et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ça. Dans un deuxième temps, l'idée, ce sera de rentrer sur tout simplement comment on s'approprie une démarche d'évaluation d'impact social. Nous, on essaye de travailler plutôt sur le pilotage par l'impact social, ce qui renvoie bien en fait, au fait d'intégrer ces dimensions d'évaluation dès le début du projet. Donc là, je vous communiquerai aussi quelques éléments, je dirais, assez méthodologiques, assez pratiques hein, sur les grandes étapes et puis les enjeux en fait, de chacune de ces étapes. Et puis, on va avoir un dernier temps où là, on travaillera sur un outil pratique ensemble qui s'appelle la théorie du changement, qui peut vous être utile, vous, dans le cadre du déploiement de vos démarches. Et donc, on le travaillera ensemble. Au niveau de l'organisation du webinaire, ce qu'on souhaitait effectivement, c'est que vous puissiez effectivement apporter tous vos retours, vos questions dans le chat au fur et à mesure de l'intervention. Ces questions, elles seront reprises par Marley et Laurine pour effectivement venir souligner potentiellement des points sur lesquels il faudra revenir. On aura un temps spécifique de questions-réponses à la fin de la deuxième phase. Et puis, alors après, sur la phase d'exercice pratique, on sera aussi en interaction ensemble. Voilà, donc si ça vous va, je vous propose qu'on puisse attaquer le vif du sujet. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Moi, je ne les vois pas sur la dimension de partage d'écran, mais Laurine, Marley, je vous laisserai effectivement. Oui, on vous les relaiera, il n'y a pas de souci. Merci Alice. Très bien. Alors, dans un premier temps, je voulais vous repartager quelques éléments assez rapidement sur pourquoi on parle d'impact social.
En fait, aujourd'hui, l'impact social, et la mesure d'impact social, c'est un terme qui s'est déployé un petit peu en même temps que l'utilisation du terme de l'innovation sociale. Donc l'innovation sociale, c'est pareil, on en parle beaucoup. C'est pas forcément évident de savoir ce qu'on met derrière, mais en fait, ces deux dimensions, elles sont assez liées dans les aspects théoriques et fondamentaux. Avant ça, je voulais savoir ce que vous, potentiellement, pouvez vous inspirer, la question d'impact social. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça n'inspire rien du tout? Qu'est-ce que vous mettez derrière comme terminologie? Pour ça, on vous a mis, alors ça doit être dans le chat et ça vous a été envoyé, un lien de connexion. Je viens de l'envoyer. Voilà, il faut que vous cliquiez en fait sur l'adresse menti.com. Vous rentrez en fait le code qui s'affiche ici, donc 74 34 87 59. Vous allez avoir cette question qui va vous apparaître et l'idée, ce sera de venir rédiger en quelques mots, voilà, mettre juste quelques mots qui vous viennent à l'esprit autour de la notion d'impact social. Alors, on se laisse 2-3 minutes pour faire ça et ça va nous permettre, en fait, via un nuage de mots, de voir effectivement quelles sont les grandes impressions que cela inspire. Hop. Alors, N'hésitez pas à nous dire si ça ne fonctionne pas, si à ça nous ne alerter. fonctionne pas, vous mettez ça dans le chat, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Et on précise, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous n'aurez pas de notes à la suite de ce webinaire. C'est juste Il pour n'y a en pas de souci. discuter et rebondir sur vos propres impressions. Et on a une question de Véronique Vernou qui demande ce que tu entends, Alice, par impact social. Bah, justement, je vous retourne un peu la question. On va explorer derrière ça, mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, l'évaluation, l'impact social? Est-ce que c'est une notion que vous comprenez, que vous ne comprenez pas? À ce moment-là, vous pouvez très bien aussi le mettre dans le nuage de mots, ce sera aussi un résultat. Et puis, on en discute juste après. Hop, je vais juste arrêter le partage une seconde pour voir si les premiers mots apparaissent. Oui, c'est bon. Alors, il y a déjà pas mal de contributions, donc je vais repartager ça. Hop. Clac. Ok, donc là, vous voyez le nuage de mots qui s'affiche? Oui, parfait. Oui. Ok, donc là, effectivement, merci beaucoup pour vos contributions. Ça bouge en même temps, donc on va juste attendre 1 ou 2 minutes, sachant que les mots, du coup, qui apparaissent en plus gros sont ceux qui ont été les plus plébiscités, je dirais, voilà, dans les réponses. Alors, ça bouge moins, donc peut-être qu'on peut procéder à une première lecture. Bon, voilà, c'était juste pour avoir vos impressions. Bon, alors effectivement, il y a 4 mots qui ressortent le plus là, autour des indicateurs, des résultats, du changement et de l'amélioration. Donc effectivement, c'est totalement en lien avec les notions d'impact social qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Effectivement, les démarches d'évaluation et d'impact, elles passent forcément par l'établissement d'indicateurs, c'est-à-dire qu'il va falloir venir construire en fait des données, des outils de mesure pour objectiver les résultats du coup d'un projet. Donc effectivement, la notion d'impact, elle est extrêmement liée à la notion de résultat et à la notion d'indicateur pour mesurer ces résultats. Il y a un autre mot qui est très intéressant ici, c'est la notion de changement. Je suis contente que ça apparaisse parce que moi, c'est vraiment on va dire l'approche que nous, on a. C'est-à-dire que la mesure d'impact, en fait, elle est là pour observer les transformations sociales qui ont été opérées par le projet. Qu'est-ce que c'est venu effectivement changer par rapport à une situation initiale donnée, une problématique sociale? Qu'est-ce que le projet, qu'est-ce que les initiatives menées ont pu finalement opérer comme effet bénéfique et ont pu répondre du coup à la problématique du besoin social initial? Il y a la question de l'amélioration aussi, qui est très importante, qui est plutôt nous aussi l'approche qu'on plébiscite. On verra qu'il y a plusieurs dimensions
d'utilisation de la mesure d'impact. Là où elle est la plus intéressante, c'est dans la dimension d'amélioration. C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut être utile pour valoriser des résultats, mais elle peut être aussi, je dirais, une béquille et une boussole pour effectivement savoir dans quelle direction on va et si cela, ça porte ses fruits. Donc voilà pour ces principales notions. Puis après, je vois effectivement qu'il y a pas mal d'autres éléments qui ont été rajoutés au niveau de l'utilité publique, du changement positif, de l'efficience des actions, donc voilà, qui sont tout un tas de notions qui sont reliées à la mesure d'impact et qui rentrent bien aussi avec ces quatre aspects principaux. Très bien, donc vous êtes déjà un petit peu sensibilisé à la mesure d'impact, c'est super, ça nous permettra d'avoir des échanges un peu plus approfondis du coup sur la suite de la démarche. Alors je vais repasser en mode partage d'écran, enfin en mode slide, vous les voyez, c'est bon? Ok, Oui, super. on voit bien. Donc peut-être pour vous proposer un schéma un peu synthétique, mais bon, qui reprend ce qu'on vient de se dire, en fait l'innovation sociale, c'est l'idée en fait d'avoir un besoin social, donc c'est-à-dire une problématique sociale. À la base, il y a une problématique sociétale. Cette problématique, elle est plus ou moins urgente et potentiellement, elle n'est pas totalement couverte. C'est-à-dire que soit on n'a pas de réponse encore pour répondre à cette problématique, à cet enjeu, soit on a des réponses, mais ces réponses, elles ne couvrent que partiellement la problématique, elles ne la résolvent pas complètement. Par rapport à ça, on va donc formuler une réponse, c'est-à-dire une solution. Dans votre cas, vous allez mettre en œuvre effectivement différents dispositifs qui sont liés à l'action de vos collectivités pour venir répondre du coup aux problématiques d'inclusion numérique, en l'occurrence sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc effectivement, la solution, c'est de se dire, finalement, dans quelle mesure la solution qu'on a pu développer, elle vient bien répondre à la logique de besoin social. Et en fait, c'est ça que l'on va venir appréhender dans les logiques d'impact. C'est venir regarder si, effectivement, on a pu mettre en place une politique publique, on a pu mettre en place des actions, elles sont intéressantes, potentiellement, elles vont toucher un certain nombre de personnes, mais pour autant, qu'est-ce que c'est venu changer fondamentalement par rapport à la problématique sociale initialement développée. Est-ce que, par exemple, le fait de mener des ateliers de formation, ça a vraiment permis aux personnes de mieux s'approprier les outils numériques, par exemple? Ça serait une question autour de l'impact. Donc voilà. Donc pour vous dire que la notion de mesure d'impact, elle est bien liée initialement à cette notion d'innovation sociale. Si on regarde vraiment maintenant dans le détail et de manière un tout petit peu plus technique ce qu'on appelle du coup impact social. Donc on a une organisation ou un écosystème. Je vais vous donner des exemples après pour illustrer, qui va mener des activités, qui va mener différents types d'actions, et donc ces actions vont produire des effets. Les effets qui sont produits par une action, ils peuvent avoir différents types d'impacts en fait. Et donc ces impacts, c'est bien la ligne rose en fait que vous allez avoir là sur le dernier niveau de la pyramide. Effectivement, ces impacts, vous pouvez les avoir à différents niveaux ou auprès de différentes parties prenantes. Vous pouvez avoir des impacts internes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est venu changer, la mise en place par exemple de ce dispositif ou de formation ou de différentes actions auprès tout simplement des salariés, des agents d'une collectivité. C'est la première chose. Parfois, quand on travaille avec des associations, on peut regarder aussi ce que ça vient changer auprès des bénévoles. C'est-à-dire qu'en fait, les impacts qu'on vient générer, ils ne sont pas forcément qu'externes. Ils peuvent aussi avoir un impact interne sur la propre vie de l'organisation. Ça, c'est aussi important, c'est aussi des éléments qui peuvent être intéressants à mesurer. On peut avoir un deuxième type d'impact qui est plutôt autour des impacts externes. Donc, c'est forcément ceux qui nous viennent, je dirais, de manière générale, le plus rapidement en tête. Les impacts externes, c'est effectivement ce qu'on va venir générer auprès des parties prenantes directes du projet, auprès des bénéficiaires directs du projet, donc typiquement les usagers et les habitants qui vont bénéficier des politiques et des actions autour de l'inclusion numérique. Et puis, on peut avoir des impacts de manière un peu plus générale au niveau de la société. Donc, finalement, qu'est-ce que ça vient changer qu'on ait des usagers qui soient aujourd'hui plus en maîtrise des outils numériques? Qu'est-ce que ça apporte finalement à la société dans son ensemble?
Donc, cette démarche d'impact, en fait, elle peut être très, très large. La pression de ces impacts, elle peut être très, très large. Alors, on va voir dans un deuxième temps qu'il faut justement parfois restreindre un petit peu l'échelle des résultats qu'on va venir observer, mais potentiellement, ça peut être extrêmement large. Si je vous donne du coup un exemple, voilà, si on se projette dans l'exemple d'une collectivité qui prend la compétence inclusion numérique, pour venir du coup opérationnaliser, mettre en œuvre du coup cette compétence, on a différentes actions, types d'actions ici qui vont être proposées. Donc c'est vraiment des exemples. Donc on peut avoir effectivement le déploiement de conseillers numériques France Service. On peut avoir la mise en place d'ateliers de formation. On peut même penser ces ateliers, par exemple, en itinérance sur certains territoires sur lesquels ce serait pertinent. Et effectivement, ça va avoir des effets. Alors, les effets en interne, du coup, au niveau de la collectivité, ça peut tout simplement être déjà la valorisation de l'action publique par la collectivité, c'est-à-dire qu'effectivement, montrer et voir dans quelle mesure la collectivité, elle se saisit de cette nouvelle compétence autour de l'inclusion numérique. On pourrait aussi avoir ici des éléments sur, je ne sais pas moi, l'engagement, la motivation des agents, le sens trouvé dans la mise en place de ce genre de dispositif. Sur des effets, du coup, externes ici, donc vous avez la deuxième brique rose au milieu, ce qu'on peut imaginer sur, par exemple, le déploiement des CNFS ou la mise en place d'ateliers, c'est qu'on ait une montée en compétences, du coup, des usagers qui sont plus en mesure de s'approprier les outils. Qu'on va avoir aussi, on va venir observer potentiellement une amélioration de l'accès aux droits et aux services, puisque ces personnes, effectivement, elles sont déjà en maîtrise des outils, donc elles sont en mesure d'accéder à des choses, enfin à des services, à des droits qui ont été dématérialisés. Donc ça aussi a un effet là-dessus. Et puis, ce qu'on peut venir observer aussi pour les bénéficiaires de l'action, c'est la réduction de l'isolement social. Soit parce qu'effectivement, je viens participer à des ateliers, ça me fait rencontrer des personnes, donc je sors effectivement d'une situation d'isolement, soit parce que le fait de pouvoir monter en compétence sur les éléments d'inclusion numérique me permet effectivement de mieux avoir accès à mes droits, mais aussi d'avoir accès à des services et puis d'avoir accès tout simplement à des choses de la vie quotidienne. Et donc là, on peut être sur des aspects de vie sociale ou même sur des loisirs. Enfin, tout est possible là-dedans. Si on observe du coup ce que ça peut changer au niveau de la société, donc le dernier type d'impact, si on regarde, si on dézoome un peu, finalement, ça va contribuer à l'amélioration de la cohésion sociale, puisqu'on va avoir des personnes qui sont moins isolées et puis une réduction, je dirais, des inégalités territoriales. On va venir observer potentiellement la réduction des zones blanches dans le sens de ces zones où on a des difficultés d'appropriation des outils par les habitants. Et puis, ce qu'on peut venir observer aussi au niveau, je dirais, de la société, c'est par exemple une meilleure identification et un meilleur accompagnement des publics invisibles. Les ateliers qui peuvent être mis en place, les autres dispositifs, l'entrée numérique, finalement, inclusion numérique, elle permet aussi de détecter d'autres situations problématiques ou d'autres situations de précarité sociale, et elle permet potentiellement de toucher des personnes qui n'auraient pas été identifiées par la collectivité ou par les acteurs de l'action sociale de manière générale. Donc vous voyez effectivement sur finalement quelques actions qui paraissent qui sont simples en fait, vous pouvez avoir une panoplie et je dirais une dimension d'effet qui peut être très importante. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques dans le chat jusque-là, ou si je... Alors, pour l'instant, dans le chat, il n'y a pas de questions. D'accord, très bien. Bon, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à l'inscrire dans le chat et puis on prendra les questions. La deuxième chose que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'était la notion de pilotage par l'impact. La notion de pilotage par l'impact, elle renvoie à finalement qu'est-ce qu'on va faire de ces évaluations, de ces démarches d'évaluation. Aujourd'hui, en fait, les démarches d'évaluation, notamment les démarches de mesure d'impact, elles sont utilisées pour deux objectifs principaux. Le premier objectif, qui est, je dirais, l'objectif le plus répandu aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des mesures d'impact qu'on observe, elles correspondent plutôt à cette dimension, c'est la justification. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de montrer les effets générés par notre action et de venir finalement défendre l'action ou la politique publique qu'on a mise en œuvre.
Donc, généralement, effectivement, ces éléments de justification sont plutôt à finalité externe. Ça peut permettre effectivement de mobiliser différents crédits, différentes lignes de financement, et puis ça peut permettre aussi effectivement de rendre des comptes ou de partager des résultats auprès d'un décideur qui va avoir effectivement une influence sur les actions qu'on peut mettre en œuvre. Donc, l'objectif, effectivement, dans une démarche de justification, c'est de montrer les résultats obtenus, parfois de rendre des comptes, dans des logiques de bilan ou d'évaluation de politique publique. Ça peut permettre de mobiliser des nouveaux financements, un nouveau soutien. Ça peut aussi parfois permettre de se différencier. Alors, c'est moins le cas, j'imagine, entre les collectivités, mais voilà, parfois, sur les porteurs de projets, on peut avoir des besoins de montrer la plus-value de son action par rapport à un autre type d'action qui est porté par un autre type de porteur de projet. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'amélioration. Donc, c'était inscrit tout à l'heure dans le nuage de mots. La dimension de l'amélioration, elle est plutôt à finalité interne. Elle est plutôt, du coup, à destination du pilote qui va porter le dispositif ou de son équipe. Dans ce cadre-là, l'objectif, les différentes dimensions, c'est de savoir tout simplement si on a atteint nos objectifs, donc les objectifs qu'on s'était fixés initialement. Ça nous permet effectivement aussi d'améliorer du coup l'action, d'augmenter du coup sa performance, donc de s'assurer effectivement que les moyens qui sont mis à disposition sur chacune des actions portent leurs fruits et potentiellement de venir opérer des rééquilibrages. Et puis, là où c'est le plus important, c'est de s'assurer du sens de l'action, de s'assurer du coup de sa bonne direction. Dans des logiques d'amélioration, généralement, on ne va pas venir opérer l'évaluation à la fin du projet. C'est-à-dire que la démarche de mesure d'impact, on va venir la mettre en place dès le début. Dès qu'on va se fixer les objectifs, les grands objectifs, les grands effets que l'on cherche à générer avec le projet. Et ça va nous permettre de nous assurer qu'on va dans la bonne direction. Et si on ne va pas dans la bonne direction, d'opérer potentiellement des changements. Donc, effectivement, moi, par rapport à ce que je vois, je perçois de vos activités, mais de manière générale aussi sur le sens de la mesure d'impact, j'aurais plutôt tendance à conseiller, quand on en a la possibilité, bien sûr, d'être dans cette deuxième logique d'amélioration. Nous, si on a essayé de pousser un peu cette dimension dans les travaux qu'on mène chez Helix sur ces dimensions d'amélioration, finalement en s'intéressant à la question du pilotage par l'impact. Donc ici, vous avez un schéma qui peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais en fait, l'idée, c'est que on est une équipe, une collectivité qui, effectivement, développe un projet pour répondre à un besoin social. Donc, l'équipe, elle est sur le crayon. Ils sont plusieurs parce que, généralement, c'est bien un travail d'équipe ou de coopération avec d'autres parties prenantes. Et donc, ils développent un projet pour répondre à un besoin social initial. Alors, si vous pouvez juste couper vos micros, il y a des petites interférences. Merci beaucoup. Donc voilà, l'idée c'est de développer un projet pour répondre à une problématique sociale. Nous, ce qui nous semble le plus intéressant pour vraiment, venir incarner en fait ces démarches de pilotage par l'impact, c'est de se poser en fait la question dès le lancement du projet des changements en fait que l'on souhaite opérer et de penser, même à partir du coup, de cette première réflexion sur les changements, la manière dont on se propose de les mesurer, de les évaluer. Et donc, ça nous renvoie bien à la question des indicateurs, qui ressortait tout à l'heure assez fortement dans le nuage de mots. L'idée, c'est de fixer, en fait, dès le départ, des indicateurs de mesure que l'on va venir, du coup, mesurer et observer tout au long du projet. C'est ce que nous, on appelle, du coup, la stratégie de pilotage par l'impact. Par ailleurs, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire effectivement, en fait, on a identifié un besoin initial. Du coup, on va, par rapport à ce besoin initial, on va projeter les effets, les transformations sociales que l'on souhaite opérer. Qu'est-ce que l'on cherche à obtenir? En fonction de ça, on va pouvoir venir calibrer du coup les différentes activités, les différents dispositifs que l'on peut mettre en place et on va venir du coup mettre en face des indicateurs. L'objectif aussi, c'est donc de venir suivre ces indicateurs tout au long du projet, mais de se laisser aussi la liberté de rajouter de nouveaux indicateurs au fur et à mesure du projet. C'est les petites cases que vous avez ici en bleu plus clair.
En fait, c'est l'idée de se dire, si effectivement ça fait, je sais pas moi, 1 an que, mon dispositif, d'atelier de formation, il est en place, je suis déjà en mesure d'observer certains effets grâce à mes indicateurs et à la collecte de données, qui lui sont reliés. Puis j'observe aussi que potentiellement, il y a d'autres types d'effets qui ont pu être générés, que l'on n'avait pas forcément eu en tête, ou alors qu'on a décidé de faire évoluer le dispositif pour l'enrichir, vu l'expérience sur le terrain qu'on avait. Et donc, à ce moment-là, de pouvoir aussi rajouter des indicateurs au fur et à mesure. C'est-à-dire que piloter par l'impact, ce n'est pas une démarche figée, c'est une démarche qui doit vivre en fait en même temps que vivent vos actions et vos projets de manière générale. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec des démarches de mesure d'impact qui peuvent être, je dirais, les plus fidèles possibles en réalité à ce qu'on peut voir dans le cadre, enfin, à l'évolution de votre projet et qui viennent bien du coup s'inscrire dans ce projet. Je vous ai remis ici du coup les différentes phases de mise en place d'un projet, d'un dispositif de politique publique. Donc ce sont les trois grandes frises que vous avez en bas. Mais également du coup dans quelle mesure en fait les grandes étapes d'une mesure d'impact viennent s'intégrer là-dedans. Et en fait vous allez voir, c'est assez logique. Donc, on a une première phase en fait d'élaboration de la politique publique sur laquelle généralement vous allez venir vous interroger sur le diagnostic initial, quelle est la problématique sociale à laquelle on va souhaiter venir répondre. Et puis, vous allez formuler effectivement différentes actions à mettre en œuvre. Si on regarde en fait dans ce même temps d'élaboration de la politique publique ce qu'on peut faire au niveau de la mesure d'impact, en fait, on a ces trois premières étapes ici, donc en bleu aussi, qui portent sur le cadrage stratégique, la question évaluative et les effets prioritaires. Donc, le cadrage stratégique, ça permet de définir, je dirais, ce que vous avez envie de mesurer dans le cadre de cette mesure d'impact. Mais aussi, du coup, donc, quelle est votre ambition de mesure d'impact? Ça rejoint aussi un peu les travaux qui ont été faits par le groupe de travail là-dessus, de l'étape 1 que vous aviez identifiée sur l'ambition et le parti pris d'évaluation. Qu'est-ce qu'on cherche à observer? Mais également, dans ce cadrage stratégique, ce qu'il est essentiel de venir adresser, c'est les moyens que l'on peut dédier à la mesure d'impact. La mesure d'impact, on le verra après, mais c'est un exercice parfois un peu frustrant. C'est-à-dire qu'en fait, on voudrait venir observer tous les effets et en fait, on va se retrouver confronté à des difficultés, soit parce qu'on n'a pas assez de temps en fait à dédier en interne, on n'a pas forcément les ressources en fait, tout simplement pour venir opérer une évaluation qui soit la plus fine possible, ou on n'a pas de moyens financiers pour faire appel, par exemple, à des prestataires externes. Donc, il faut en fait venir dans cette phase de cadrage stratégique à la fois confronter l'ambition de votre mesure d'impact et les moyens que vous avez en face. Et en fait, une bonne mesure d'impact, ce sera celle qui conjugue bien ces deux contradictions. On le verra après. Ensuite, on va avoir les phases de questions évaluatives et d'effets prioritaires. Donc là, on va juste venir définir assez finement ce que l'on cherche à évaluer, les différents effets du coup que l'on cherche à observer dans le cadre de cette mesure d'impact. Dans un deuxième temps, vous allez mettre en place du coup l'expérimentation, le programme. Et c'est là que peuvent intervenir du coup les étapes 4 et 5 du coup de la mesure d'impact. Donc la constitution d'un référentiel d'indicateurs et la collecte et la mesure des données. Donc sur le volet du référentiel d'indicateurs, l'objectif c'est de venir traduire du coup de manière assez opérationnelle la manière dont vous allez venir mesurer les effets prioritaires. On va faire un petit exercice pratique tout à l'heure pour travailler les indicateurs ensemble. Mais l'objectif, effectivement, c'est de venir en fait, objectiver les effets que vous allez potentiellement générer. Donc ça se fait en fait dans la phase de la mise en place de l'expérimentation du programme ou des actions, puisque ce sont des indicateurs qui sont généralement reliés de manière opérationnelle et assez fortement aux actions que vous allez pouvoir mettre en place. Dans un deuxième temps, on va avoir la collecte et la mesure des données. Donc sur la collecte des données, moi ce que je vous encourage à faire, en fait, c'est vraiment de la penser dès le début de la mise en place de l'expérimentation. La collecte de données, concrètement, ça passe soit par du recueil d'informations auprès des différents usagers, des différents bénéficiaires des actions
quand vous allez effectivement pouvoir interagir avec eux ou quand effectivement les dispositifs qui vont être mis en place vont aller à la rencontre des bénéficiaires. Ça peut être généralement aussi beaucoup par du questionnaire, tout simplement. Donc plutôt des approches quantitatives, on formalise un questionnaire avec quelques éléments que l'on souhaite observer auprès des personnes et elles y répondent. On peut aussi parfois, dans ces démarches de collecte, venir mettre en place plutôt des démarches qualitatives. Donc les démarches qualitatives, c'est vraiment, je dirais, au niveau des entretiens à réaliser avec des bénéficiaires, avec les administrés, les usagers. Ça peut être aussi des focus group, donc on réunit en fait un ensemble d'acteurs qui ont partagé à la démarche, qui ont participé à la démarche, pour les entendre et pour que en fait, ils viennent se nourrir aussi les uns les autres sur la réflexion autour de la mise en place du projet. Donc, en fait, on peut avoir ces différentes dimensions qualitatives. C'est important, et moi, je vous encourage vraiment, si vous vous lancez dans des démarches d'évaluation de mesures d'impact, de créer ces objectifs, ces outils de collecte dès le début, et en fait, de collecter l'information pendant l'expérimentation ou juste après. La problématique qu'on rencontre, nous, c'est que généralement, on a des acteurs qui viennent nous voir, donc soit des associations, soit même des collectivités, qui ont mené une expérimentation, un programme il y a 1 an, 2 ans, et qui souhaitent venir observer les résultats, du coup, en post. Donc, parfois, longtemps après, en fait, la mise en place d'une expérimentation. Et en fait, la problématique qui se pose très fortement et qui est très, très opérationnelle sur ces démarches-là, c'est que, en fait, on va se poser la question de l'accessibilité aux données au terrain. Si vous voulez aller retrouver les coordonnées d'un bénéficiaire ou d'un usager qui a participé à un atelier 1 an après la réalisation de l'atelier, ça peut être compliqué. Motiver cette personne à prendre le temps, même 5 minutes, pour répondre à un questionnaire 1 an après la réalisation de l'atelier ou même 6 mois après la réalisation de l'atelier, ça peut aussi être très compliqué. Simplement parce que vous le voyez bien, les personnes, elles continuent leur vie, elles n'ont pas forcément du coup le même enjeu que vous sur ces démarches d'évaluation-là. Et donc généralement, on va se confronter tout simplement à une difficulté d'accès aux données et d'accès au terrain. Ce qui fait que parfois, on a des grandes ambitions sur ce qu'on souhaite évaluer, et puis en fait, on se retrouve avec peu de données, tout simplement parce que l'accès au terrain, il est difficile. Si vous pensez l'évaluation et la collecte des données dès le départ, si vous collectez les données pendant finalement la mise en place du dispositif, vous avez quand même une proportion, une possibilité à obtenir des résultats qui sera beaucoup plus forte. Donc voilà quelques éléments là-dessus, mais on pourra y revenir juste après. Les dernières phases, du coup, elles portent sur l'analyse des données et le partage des résultats. Alors bon, sur l'analyse des données, il s'agit du coup de venir observer dans quelle mesure les indicateurs que vous aviez identifiés, ces indicateurs-là, voilà, quel est leur niveau dans quelle mesure ils sont atteints ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Sur le partage et la valorisation du coup des résultats, moi, je vous encourage en fait, à faire vivre ces résultats dans le dialogue, notamment avec vos parties prenantes, voire avec les usagers du territoire. Ce qui est intéressant dans le partage des résultats, c'est de potentiellement venir croiser les regards par rapport à l'analyse des données que vous avez pu opérer, de venir potentiellement aussi approfondir certains éléments qui vous étonnent ou qui sont déceptifs, ou au contraire qui sont des bonnes surprises sur les effets générés. Et puis, ça permet aussi d'alimenter cette démarche d'amélioration, en fait, le partage des résultats. Pas dans une dimension, je dirais, de rendre des comptes. L'idée, c'est pas de venir forcément dans ce partage des résultats, de dire qu'on a tout bien fait, que tout est parfait, parce qu'en fait, en réalité, c'est rarement le cas et c'est totalement normal. Et par contre, animer effectivement des discussions collectives autour des résultats d'une mesure d'impact, ça permet aussi de se nourrir dans des démarches d'amélioration. Donc voilà pour ces grandes phases et comment elles viennent du coup s'intégrer aux grandes phases du projet de mise en place d'un dispositif. Il y avait quelques questions dans le chat, Alice. Est-ce que vous voulez qu'on on vous peut les les prendre pose maintenant, ouais. Pas de souci. Il y avait une question, par exemple, alors j'ai pas le nom. Comment ne pas se retrouver noyé par des indicateurs qui pourraient finir par ne pas être pertinents et venir brouiller la visibilité d'autres qui pourraient être véritablement des leviers.
Ok. Alors, en fait, là-dessus, ça renvoie, mais alors peut-être que je vais passer à la slide d'après, puis ça me permettra de rebondir sur cette question. Ouais. En fait, là, je vous ai mis un peu les points de vigilance, les grands enjeux. Une mesure d'impact, c'est impossible de tout mesurer. Ok, c'est impossible de tout mesurer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément mesurables. Et c'est aussi impossible de tout mesurer parce que, comme effectivement l'indique cette question, parfois, à vouloir mettre en place trop d'indicateurs, on se retrouve avec des usines à gaz. On va perdre beaucoup de temps sur des indicateurs qui ne sont pas forcément si importants que ça. Et puis, en fait, ça va nous prendre un temps vraiment très, très important. Donc, ce qui est important, c'est vraiment, il faut avoir en tête ça sur la mesure d'impact. C'est impossible de tout mesurer et donc, il faut prioriser. Il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Et en fait, ça renvoie bien du coup à la première phase d'élaboration du coup de la politique publique et à la phase de cadrage stratégique et d'identification du coup de la question évaluative, de se dire en fait quels sont mes enjeux, pourquoi moi aujourd'hui je fais cette mesure d'impact, de quoi j'ai besoin en fait, quel est le contexte. Et à partir de ça, de se dire potentiellement, même si j'aimerais tout mesurer, je vais me concentrer du coup sur les éléments prioritaires. Il vaut mieux effectivement mesurer peu de choses, mais mesurer des choses qui sont vraiment prioritaires et importantes pour vous, et être sûr que vous allez être en mesure d'avoir les moyens en face pour les mettre en œuvre. C'est la case ici, hein, adapter les moyens, l'enjeu et l'ambition. C'est-à-dire qu'en fait, dans un monde idéal, on voudrait tout mesurer, mais c'est pas possible. Donc, il faut se dire pourquoi je fais cette mesure d'impact. Est-ce que j'ai besoin de rendre des comptes? Est-ce que j'ai plutôt besoin de m'améliorer? Quels sont les moyens dont je dispose pour faire ça? Est-ce que ce sont des moyens extrêmement contraints ou est-ce que ce sont des moyens qui sont plutôt larges? Et du coup, qu'est-ce que je vais choisir de prioriser? Dans la définition des indicateurs, il vaut mieux choisir, je ne sais pas moi, 5 indicateurs par grands effets. Mais par contre, vous êtes sûr que sur ces indicateurs-là, vous allez avoir du temps, un petit peu de temps pour les étudier, les mettre en œuvre et les mesurer, et puis les partager. Sur les démarches très ambitieuses, on peut aller jusqu'à une vingtaine d'indicateurs par effet, par partie prenante, mais quand on a moins de moyens, il vaut mieux toujours avoir 5 indicateurs clés qui vont parler à tout le monde, que tout le monde va partager, et qui seront beaucoup plus efficaces en fait à la fin, et pour vous, pour savoir les enseignements du projet, mais aussi pour les personnes qui peuvent être intéressées par ces résultats. Donc voilà, la priorisation. Et après, la priorisation, ça peut se faire d'un point de vue prise de décision, en fait, dans le cadre de la gouvernance, de la mise en place du projet. Ça dépend de vos parties prenantes. Nous, généralement, sur tout ce qui est cadrage stratégique, on réunit le comité de pilotage, tout simplement, et on fait cet exercice ensemble pour se mettre bien d'accord sur ce qui va venir compter et ce qui va venir nous intéresser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question sur est-ce qu'il existe des logiciels adaptés pour un pilotage par l'impact? Non. Désolée. En fait, le logiciel, c'est vous qui allez le créer, en gros, avec ces étapes-là. Pour autant, l'outil pratique que vous allez avoir, en fait, c'est le référentiel d'indicateurs. C'est-à-dire que vous allez venir formuler une question évaluative qui pourrait être, je ne sais pas moi, dans quelle mesure la mise à disposition de chèques, par exemple des chèques haptiques, permet effectivement le financement de formation et la montée en compétences des usagers. Bon, je donne un exemple comme ça. Par rapport à ça, vous allez venir du coup mettre en place un référentiel d'indicateurs. Donc, vous allez venir collecter des données objectives sur potentiellement le nombre de participants, le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces chèques, le montant de ces chèques, ce qu'ils ont pu en faire en fait, donc la typologie d'utilisation de ces chèques et les éléments liés à l'appropriation des outils numériques, à la montée en compétences qui peuvent ressurgir de l'utilisation de ces chèques en termes d'impact. Donc en fait, vous allez venir, nous ce qu'on fait de manière assez simple, c'est qu'on fait un fichier Excel tout simplement, où on met les indicateurs. Et en face de chaque indicateur, on met la manière dont on va venir collecter ces indicateurs. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre en place un questionnaire? Est-ce qu'on va mettre en place un entretien collectif?
Et en fait, par quels outils on va être en mesure de mesurer, du coup, d'obtenir l'information. Et en fait, je dirais votre logiciel de pilotage par l'impact, en fait, c'est ça. Et après, c'est toujours de se dire, en fait, est-ce que mon cadrage stratégique, est-ce que mes enjeux, mon ambition sont bien adaptés à mes moyens et à la méthodologie que j'ai mis en place. Ok. Donc voilà, en Et fait, si vous voulez, y a- c'est pas tant un logiciel qu'un processus. Et c'est presque un processus d'aide à la mise en place de projets. Et c'est une boussole, c'est un peu une colonne vertébrale qui peut vous être utile en fait tout au long du projet. Merci. Et du coup, il y avait une Et autre on a, question. Pouvez-vous donner des exemples d'indicateurs? On parle de KPI. Oui, alors on va travailler juste après ensemble sur l'outil de la théorie du changement. Donc, on va rentrer là-dessus et on va travailler ensemble des indicateurs. Mais effectivement, ça peut se rapprocher parfois des KPI. Parfois, Voilà. ça peut se Et confondre. ça répond également à la question de Véronique. Allez-vous donner des exemples pour chacune des étapes Ouais, et des manières concrètes? Donc, c'est ce qu'on va faire avec exactement. En l'étude. fait, ce que je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres questions, Non, c'était tout. Il n'y c'est avait pas d'autres questions, sauf à ma part. OK. C'est qu'on passe à, du coup, comment on définit sa stratégie d'impact, comment on la met en place. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on étudie ensemble, du coup, l'outil de la théorie du changement. Donc, la théorie du changement, c'est en fait ce qui va vous permettre de vous assurer que la stratégie, l'ambition que vous avez projetée sur la mise en place de votre dispositif de politique publique, il va bien venir en fait générer des effets, des impacts sociaux en lien avec la problématique initiale. Et à partir de là, de définir les activités que vous allez mettre en place et du coup les indicateurs que vous allez venir observer tout au long du projet. La théorie du changement, c'est cet outil, c'est assez simple comme ça, c'est pas forcément trop complexe. Je vais vous la décrire et puis après, on va prendre un exemple très concret pour voir comment on la travaille ensemble. Donc, vous avez les 2 premières étapes qui sont la question du besoin social et de la vision. C'est ce qui se rapproche le plus, je dirais, des objectifs du projet. Donc, c'est-à-dire, quelles sont les problématiques sociales auxquelles le dispositif souhaite répondre et la vision, avec quelle valeur, avec quel regard politique, en fait, on cherche à répondre à ces problématiques. On va avoir ensuite 2 cases qui portent plutôt sur les moyens, c'est-à-dire les activités, quelles sont les actions que vous allez mettre en place, et puis, comment s'incarnent ces activités, à quelles opérations elles font référence de manière un petit peu plus détaillée. Ça, c'est juste le détail des grandes activités, en gros. Ça, c'est vraiment les moyens que vous allez mettre en œuvre. Et puis, vous avez un dernier temps qui est sur plutôt les effets générés. Donc, c'est là qu'on interroge la notion d'impact, sur les résultats, c'est-à-dire à quoi aboutissent vos activités concrètement, opérationnellement sur le moment. Et puis, quels sont les impacts qui sont du coup poursuivis, quels sont les effets qui sont générés par ces différents résultats. Et en quoi, en fait, ça va bien répondre à la question du besoin social et de l'impact. C'est vraiment, en fait, le dialogue entre ces différentes cases qui est vraiment important dans votre théorie du changement. Et votre boussole, elle est là. La théorie du changement, elle va évoluer dans le cadre d'un projet. C'est normal parce que votre projet, il évolue, parce qu'on n'est pas dans des situations théoriques, on est sur le terrain avec des problématiques sociétales, par ailleurs, qui sont complexes. Mais ce qui va être intéressant pour vous, moi, la manière dont je vous conseille d'utiliser cet outil, c'est de se dire, OK, en fait, comment, en fait, si je viens faire bouger mes activités, ça vient ou pas faire bouger aussi l'impact social que je souhaite générer au regard du besoin social. Alors, ça peut paraître un peu théorique comme ça. On va prendre un exemple qu'on a construit avec Ubique et puis PQNA pour vous montrer, dans un cas fictif, comment on adapte cette théorie du changement. On va la faire ensemble et donc ça va vous permettre effectivement d'avoir des aspects assez pratiques là-dessus. Donc ici, on a pris l'exemple d'une communauté de communes qui est fictive, des Hauts-de-Gironde, qui souhaite mettre en place la stratégie d'inclusion numérique. C'est une communauté de communes qui est rurale, avec 25 000 habitants sur 35 communes. On a une problématique sociale qui est identifiée sur ce territoire. Donc, c'est qu'on a peu d'acteurs qui agissent dans le champ de l'inclusion numérique, que par ailleurs, ces acteurs, en fait, aujourd'hui, ils sont mal identifiés par les habitants du territoire, et du coup, les solutions qu'ils apportent, finalement, elles sont mal appropriées, alors qu'elles pourraient être utiles à un plus grand nombre de personnes. On a aussi des acteurs qui sont éloignés géographiquement sur le territoire, qui est plutôt un territoire rural.
Et puis, on a une problématique spécifique, notamment auprès des jeunes, notamment donc des jeunes des QPV, qui vont être concernés par un taux de chômage important et qui maîtrisent mal les outils numériques de recherche d'emploi. Ça, vous avez pu aussi l'appréhender dans le travail que vous avez fait autour de l'inclusion numérique sur on a des jeunes en fait qui sont potentiellement en fait équipés avec effectivement les smartphones, mais qui n'ont pas forcément les usages en fait des outils numériques dans le cadre de leur recherche d'emploi, et donc qui ont besoin à la fois d'être équipés avec d'autres types d'éléments bureautiques, mais aussi de savoir tout simplement comment utiliser ces éléments pour leur recherche d'emploi. On a donc du coup la communauté de communes qui va lancer les différentes initiatives pour répondre à cette problématique sociale. Donc, elle va créer une charte d'inclusion numérique qui est centrée du coup sur les besoins d'inclusion des jeunes en recherche d'emploi. Ça, effectivement, ça va être partagé avec les différentes communes, les 35 communes au sein de la CDC. Elle va mettre en place des ateliers de formation. Ces ateliers de formation, ils vont être en itinérance, justement pour permettre de se déplacer auprès des différentes personnes sur un territoire qui est plutôt éclaté. Elle va recruter des conseillers numériques France Service, justement pour animer ces ateliers ou aller réaliser des interventions de sensibilisation dans les CCAS, dans d'autres acteurs, d'autres lieux d'action sociale. Elle va déployer les chèques haptiques, justement pour améliorer la définition, enfin la formation, la montée en compétences. Et puis, elle va aussi mettre en œuvre une démarche d'alliance entre les acteurs du territoire, justement pour mieux toucher les jeunes, donc des dimensions plutôt partenariales avec les acteurs de l'action sociale, avec les missions locales, Maison France Rurale, et puis d'autres organisations qui permettent de toucher les jeunes, comme les associations sportives. Donc voilà, là, on a un panel, effectivement, d'actions qui est mis en œuvre par cette communauté de communes, donc autour de la formation, autour de l'équipement, et puis autour de la notion partenariat. Je vous propose qu'on travaille sur la théorie du changement de cette communauté de communes ensemble. Alors, il est 11h30. Si on veut tenir à peu près les temps, moi je m'ai noté jusque midi, c'est ça, Marley et Laurine? Et c'est ça, ouais, midi. Ok, donc ce que je vous propose en fait, c'est que moi je vous explicite la manière dont j'aurais tendance à remplir cette théorie du changement du coup au regard de l'exemple qu'on vous a donné, et que vous puissiez réagir en même temps sur ce que ça vous inspire, potentiellement est-ce que vous auriez mis d'autres choses, et si vous avez des questions sur chacune des étapes. Voilà, on va le faire de manière un petit peu différente que ce qu'on avait prévu pour rester dans les délais, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, il faut vraiment, il faut que ce soit le plus clair possible pour vous. Hop. Donc, je vais juste passer en mode présentation comme ça pour modifier le document en même temps. Hop. Voilà. Excusez-moi, ça vient. Voilà. Là, vous voyez? C'est bon? Oui, parfait. Ok. Donc, si on reprend ma théorie du changement, le besoin social, les problématiques sociales auxquelles on va répondre ici, ça revient en fait à la première phase de diagnostic qu'on a vue ici. En fait, ici, on va venir repositionner les problématiques. Donc, potentiellement, si on prend le cas des Hauts-de-Gironde, on va avoir une problématique de peu de solutions disponibles sur le territoire. Donc, d'inclusion numérique, je mets IN sur le territoire. D'acteurs qui sont mal connus et se connaissent mal. D'une population jeune qui maîtrise, qui est au chômage, enfin avec un fort taux de chômage. Donc fort taux de chômage et qui maîtrise mal les outils numériques. Des outils numériques. Dans cette phase de besoin social, bon là je vous la fais assez rapidement, vous n'avez pas forcément besoin social, enfin vous n'avez pas forcément dans le cadre de la théorie du changement que ce soit extrêmement précis. Vous n'avez pas besoin de mettre d'indicateurs, de chiffres, etc. L'idée c'est juste plutôt de bien venir qualifier la problématique. Si parfois effectivement il y a des difficultés pour l'appréhender, on peut venir la proposer, mais c'est juste de bien se dire ok,
quel est le besoin social auquel on souhaite répondre. Souvent, quand on développe des activités et des dispositifs, on observe, nous, que les acteurs ont tendance à s'éloigner du besoin social dans le temps. Pour autant, c'est toujours hyper important de revenir à quelle était la problématique à laquelle on souhaitait répondre. La vision ici, donc, c'est finalement avec quelle valeur on se propose de répondre à cette problématique. Alors, dans le cas des collectivités, la vision ici, elle va forcément être liée aussi à la vision politique, tout simplement, de la collectivité. Si je prends l'exemple de ma communauté de communes, ici, ce qui a été mis en place au niveau des activités, ce sont plutôt des activités finalement autour de la montée en compétence des personnes, c'est-à-dire comment en fait on renforce leur capacité d'agir autour des éléments de numérique ou autour de la recherche d'emploi. Et donc dans ce cadre-là, on aurait pu avoir une autre vision. Par exemple, pour traiter le projet, on aurait pu se dire on va faire à la place des jeunes, c'est-à-dire qu'on va effectivement recevoir les personnes et on va réaliser toutes leurs démarches. Là, la vision qui est plutôt communiquée par cette communauté de communes, c'est le renforcement des compétences des personnes, et notamment des jeunes, sur l'utilisation des outils. Donc, c'est de se dire, voilà, on préfère effectivement accompagner les personnes pour renforcer leur autonomie dans la durée que de faire à leur place, voilà, dans un premier temps. La deuxième vision qu'on pourrait avoir ici, c'est de se dire, finalement, aujourd'hui, l'entrée d'ateliers autour de l'inclusion numérique, ça permet aussi potentiellement d'aller identifier des solutions problématiques chez les personnes qui vont venir et d'accompagner les jeunes qu'on va identifier sur d'autres aspects de leur vie quotidienne. C'est de se dire que finalement, l'inclusion numérique, c'est un outil qui permet d'aller détecter et d'accompagner de manière générale sur l'intégration sociale des personnes. Hop, voilà, je mets comme ça. Donc, sur ces dimensions, vous allez voir donc, sur le besoin social du coup et la vision, donc vous voyez plus qu'on est plutôt sur des grands objectifs, sur le sens de l'action politique, tout simplement. Et c'est une traduction dans la théorie du changement. Ensuite, on va regarder les moyens qu'on va mettre en œuvre. C'est important que les moyens, donc les activités et les réalisations, soient, je dirais, bien adaptés du coup aux besoins sociaux que vous avez identifiés et à la vision. Okay ? Si on fait des activités de formation, par exemple, c'est parce que ça correspond à notre vision du renforcement des compétences. Donc, sur les activités qui sont mises en place par cette communauté de communes, là, on peut reprendre tout simplement la liste que vous aviez avant des 5 grands pôles d'activités qui ont été menés. Donc, la charte d'inclusion numérique, les ateliers de formation, hop. Donc, charte d'inclusion numérique, les ateliers de formation, le déploiement des conseillers en maison France Service, vous avez les chèques haptiques, et puis vous avez l'alliance territoriale entre les acteurs pour justement améliorer la visibilité. Ce qui est important en fait à ce niveau-là, c'est de s'assurer que vos activités, elles répondent bien a priori aux besoins sociaux initialement identifiés. Que ce ne soit pas effectivement à côté de la taxe. Si on développe des chèques haptiques, c'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on pense qu'il y a des besoins de formation des acteurs. Si on développe une alliance territoriale, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui sont mal identifiés ou qui sont mal reliés entre eux. Donc, c'est pour ça qu'on le pense. Les réalisations, c'est simplement le détail de chacune des activités. Donc, là-dedans, vous allez avoir X signataires de la charte inclusion. Vous allez avoir l'organisation d'X ateliers de formation. Vous allez avoir X CNFS recrutés. Et puis, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, X membres de l'Alliance et X membres, X distribution de X chéquiers haptiques. Donc là, il faut faire attention parce que généralement,
on a tendance à confondre les indicateurs de réalisation. Vous voyez, on est déjà dans des notions d'indicateurs, en fait, ici, hein, on est sur du chiffrage, hein, avec les indicateurs de résultat ou d'impact. Ça, non, c'est pas de l'impact en soi, c'est pas un résultat. C'est plutôt de se dire quels sont les moyens qu'on propose de mettre en œuvre vis-à-vis de nos activités pour atteindre nos objectifs. Voilà, donc c'est vraiment dans la phase des moyens. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est plutôt la question des résultats et des impacts. Et de bien faire la différenciation, du coup, entre ces deux éléments. Pour autant, généralement, dans les mesures d'impact, en fait, les indicateurs que l'on vient retrouver, ce sont bien des indicateurs de résultats et d'impact. Je vais vous expliquer la différence et puis je vais vous expliquer pourquoi aussi c'est pas très grave aujourd'hui de les intégrer en fait sur le même plan. Les résultats, c'est à quoi vont aboutir les activités. Donc ici, par exemple, si je prends la question des ateliers de formation, un des résultats, ce serait X, tout simplement, personnes formées lors des ateliers. Okay. La question du résultat, sur le nombre de personnes formées, elle peut aussi être vue sur ce que cet atelier a apporté à la personne. On va avoir, par exemple, en résultat ici, la montée en compétences des participants sur les outils numériques. Donc, par exemple, si vous faites, je ne sais pas moi, une évaluation des compétences avant les ateliers et après les ateliers, vous êtes en mesure d'observer du coup dans quelle mesure ces compétences elles ont évolué dans le cadre du projet. Donc ça, c'est un résultat, c'est un indicateur de résultat qui est important. Sur la distribution des chéquiers, par exemple, on pourrait avoir donc en résultat le montant des chéquiers utilisés. C'est-à-dire, au-delà du fait, je crois que c'est des chéquiers qui sont à 100 €, mais qui sont développés entre plusieurs chèques. Ouais, Laurine. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. De Donc, c'est 10 100 €. € et puis vous avez des chèques de 10 €. En fait, c'est une chose de se dire, dans les moyens, je vais mettre à disposition des chéquiers. J'en ai, je sais pas, moi j'en ai mis 200 à disposition. Mais pour autant, ce qui va nous intéresser dans une démarche d'impact, c'est de voir dans quelle mesure ces chéquiers-là, ils ont été utilisés et appropriés. Donc, d'obtenir effectivement le montant des chéquiers utilisés, finalement, je sais pas, moi, sur 3 000 € de chéquiers, combien ont été utilisés, et puis aussi le nombre de personnes qui ont utilisé les chéquiers, in fine. Ce que vous allez aussi observer là-dedans, ça va être l'utilité des formations financées via l'échiquier. C'est-à-dire, à partir du moment, effectivement, où vous avez des personnes qui ont utilisé l'échiquier, enfin, qui ont reçu des chéquiers, qui se les ont appropriés, qui ont pu participer à des formations, aussi avoir effectivement leur retour d'expérience sur, typiquement, en fait, est-ce que, du coup, les formations qui ont pu être utilisées, enfin, qui ont pu être financées grâce à ces chéquiers, qu'est-ce qu'elles ont apporté aux personnes? Dans une logique, je finis l'exemple là-dessus et puis après on pourra ouvrir les discussions là-dessus. Dans une logique d'impact, maintenant, quelle est la différence entre ces résultats et l'impact? Alors vous allez voir que parfois la différence, elle est un petit peu fine, mais l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir la vision globale. Donc effectivement, sur mes résultats, j'ai des personnes qui ont participé aux ateliers, j'ai des personnes qui sont montées en compétences sur les outils numériques. Finalement, l'idée, c'est de se dire, mais en fait, à quoi ça va servir que je monte en compétences que je sache mieux me servir de ces outils numériques? Qu'est-ce que finalement, ça va générer comme transformation, comme changement par rapport à la situation initiale? Ce qu'on pourrait du coup espérer dans cet exemple et par rapport à la notion d'impact, c'est que, on ait une amélioration du taux d'insertion professionnelle des jeunes. Donc, c'est-à-dire effectivement qu'on ait des personnes qui, en fait, ont pu utiliser
ces éléments-là et ont pu trouver un travail. Donc, on va aussi avoir l'utilisation, enfin, l'amélioration de l'utilisation des outils numériques dans le cadre de la recherche. Donc, typiquement, par amélioration, ce qu'on va venir observer ici, c'est dans quelle mesure, effectivement, on est venu plus les utiliser, mais potentiellement aussi mieux les utiliser. Est-ce que on se sentait plus confiant pour les utiliser? Est-ce que la facilité, est-ce qu'on a eu un niveau de facilité ressenti plus important? Ce que ça amène, effectivement, est-ce que ça vient effectivement jouer ou pas sur l'amélioration du taux d'insertion professionnelle des jeunes? Ce qu'on va pouvoir aussi observer comme effet sur ces dimensions-là, ça va être, je ne sais pas moi, la diminution du sentiment d'isolation sociale des jeunes. Ce sentiment d'isolation sociale, finalement, il peut être nourri à la fois parce qu'effectivement, on a été à des ateliers, donc on a pu entrer dans une dynamique, on a pu rencontrer des nouvelles personnes, mais aussi potentiellement parce qu'encore une fois, via la meilleure maîtrise des outils numériques, on est venu, on a eu accès finalement à d'autres solutions concernant effectivement le travail, mais concernant aussi l'accès aux droits et aux services de manière générale. Donc finalement, on se sent aussi mieux intégré dans la société. Et puis effectivement, si on retrouve un travail, on s'inscrit aussi dans des logiques de lien social liées à l'activité professionnelle qui sont fortes. Donc, ce qui est important, en fait, dans cette logique de passage des résultats et de l'impact, alors c'est qu'on peut observer déjà un peu une montée en généralité entre les impacts et les résultats, mais de se dire, en fait, finalement, au-delà des dimensions très opérationnelles de mon projet, donc effectivement qui vont plutôt rejoindre des indicateurs qu'on a l'habitude de retrouver, on parlait tout à l'heure des KPI, mais effectivement, c'est souvent des indicateurs qu'on retrouve dans les logiques de reporting, tout simplement. À quoi ça a servi finalement? Imaginons, je peux déployer demain, je ne sais pas moi, 150 ateliers de formation qui vont effectivement pouvoir toucher, je ne sais pas moi, 1000 jeunes en tout. Mais pour autant, ça ne me dit rien en fait de ce que ces ateliers ont pu apporter aux personnes et de ce que ça a pu changer en fait pour elles, au regard du besoin social qu'on avait initialement identifié. Donc en fait, l'évaluation de l'impact, elle doit toujours être mise en relation avec le besoin social identifié. Est-ce qu'on se satisfait que, par exemple, je ne sais pas moi, suite aux ateliers de formation, en fait, on n'est que, je ne sais pas moi, 20-30% des participants qui nous indiquent effectivement que, à la suite de ça, ils utilisent mieux les outils numériques dans le cadre de la recherche du travail ou qu'ils sont plus à l'aise ou pas? Est-ce qu'en fait, on juge que ça répond correctement aux besoins sociaux qu'on avait initialement identifiés? Donc en fait, la théorie du changement, c'est un outil qui doit vivre en fait, qui doit permettre de vous interroger dans des logiques de stratégie d'impact, de pilotage par l'impact, de vous dire: «En fait, ma boussole, c'est bien mon besoin social et c'est bien les impacts que je recherche en fait à obtenir. Est-ce que du coup, ce que je vais mettre en place entre ces 2 dimensions, donc entre ces cases 1 et 6, ça vient bien y contribuer?» Et pour mesurer ça, vous allez formaliser vos indicateurs, donc en slide, dans les cases 5 et 6, pour se dire, voilà, je viens m'appuyer sur des outils un peu plus techniques pour regarder dans quelle mesure mes impacts répondent bien à mon besoin social. Merci Alice. Alors, on avait une Ouais. petite question, pardon Laurine, de Anne qui demande comment être sûr en fait que les impacts sont atteints grâce aux actions et non pas grâce à d'autres facteurs externes. Ouais, alors ça, c'est une très bonne question et c'est une question qui est très saine. Généralement, je suis pas revenue tout à l'heure dessus. Attendez, je vais vous reprojeter hop, la slide. Et en fait, voilà, excusez-moi. Ce qui est hyper important dans l'impact social, c'est qu'on vient toujours mesurer seulement une contribution, en fait. Dans une mesure d'impact, ce qu'on souhaiterait tous faire, ce serait d'avoir
une comparaison entre une situation, entre deux territoires qui présentent les mêmes caractéristiques, l'un sur lequel on vient déployer nos actions de formation et l'autre sur lequel on ne vient pas déployer ces actions de formation. Et justement, de pouvoir observer si les effets potentiellement générés sont bien dus à l'action. Ça, c'est les approches randomisées, c'est ce qu'on trouve généralement dans les sciences type mathématiques, physique, etc. On vient en fait comparer deux groupes avec des caractéristiques similaires pour regarder si effectivement les effets sont bien dus à notre action et ne sont pas dus à d'autres éléments sur l'écosystème. Sauf que ça, en fait, en sciences sociales, c'est quasiment impossible à faire, ou alors ça coûte très très cher. C'est généralement des démarches scientifiques qui portent sur l'étude de cohortes sur 15 ans, avec des laboratoires, etc. C'est assez difficile à faire. Par ailleurs, il peut aussi y avoir une problématique assez, je dirais, comment dire, assez opérationnelle, de se dire, bah, en fait, il faut que je réunisse deux cohortes qui présentent les mêmes caractéristiques. Bon, déjà, c'est très compliqué. Et de dire à une cohorte, bah, vous allez participer à une démarche d'évaluation, mais pourtant, vous n'allez pas bénéficier du programme du dispositif. Ce qui peut poser aussi des questions d'acceptabilité du processus, tout simplement. Donc, comme on ne peut pas faire ça, dans les logiques de mesure d'impact, on parle toujours de contribution à l'impact. C'est-à-dire, sur une question évaluative, on ne va pas venir poser la question de se dire, je ne sais pas moi, de venir tester l'hypothèse, bah, les ateliers de formation ont permis aux jeunes demain de trouver un travail, parce qu'en fait, effectivement, il y a plein de choses qui ont pu intervenir à côté de ça. Ce qu'on va venir observer, c'est dans quelle mesure, en fait, mon action est venue contribuer à cet effet-là. Et donc, c'est toujours effectivement aussi un exercice d'humilité. Et moi, je vous engage plutôt à le présenter dans les résultats, en étant aussi honnête en fait, intellectuellement sur le fait que la démarche de mesure d'impact que vous mettez en place, elle se fait toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en mesure d'apprécier les autres effets de l'écosystème, de l'environnement qui sont venus influer sur une situation donnée. Pour limiter quand même ça et consolider vos résultats, moi, ce que je vous conseille de faire quand vous essayez d'observer un effet, c'est de croiser les regards. Par exemple, sur la montée en compétences des personnes, c'est intéressant de demander la question aux personnes, mais c'est aussi hyper intéressant de poser la question aux personnes aux animateurs de l'atelier, aux formateurs. Est-ce qu'eux ont observé une amélioration de l'appropriation des résultats, de l'appropriation des outils par les personnes qu'ils ont formées? Et ça peut être aussi, du coup, de venir poser la question aux acteurs, je ne sais pas moi, qui accompagnent les jeunes de manière générale. Là, si on prenait la mission locale, de leur dire, bah, vous, en tant qu'accompagnateur, conseiller en insertion au sein de la mission locale, en fait, est-ce que vous observez que les jeunes que vous accompagnez, suite à la mise en place de ces ateliers, ils sont plus à l'aise avec les outils, ils ont été redynamisés dans leur recherche d'emploi. Et en fait, quand vous allez croiser les regards, ça va vous permettre quand même de sécuriser vos données. En fait, vous allez avoir des faisceaux d'indices. Si les indices vont tous dans la même direction, si à la fois les jeunes, leurs formateurs, les partenaires du territoire vous indiquent qu'effectivement, il y a une amélioration qui est observée ou pas, ça vous permet quand même de vous dire, bon, a priori, on peut bien imputer une partie de cette amélioration au déploiement de mes ateliers. Mais effectivement, c'est pas, on est aussi sur des dimensions subjectives. Donc l'important, c'est de sécuriser cette démarche-là. Pour autant, il y a toujours effectivement une part de choses qui n'est pas attribuable à l'action. Alors, il nous reste 10 minutes. Ce que je vous invite à, donc là pour l'instant, il n'y a pas encore de questions dans le chat, peut-être à ouvrir vos micros et poser directement vos questions à Alice pour que ça soit aussi d'être un peu plus interactif. N'hésitez pas. Je vais peut-être couper mon partage d'écran. Alors Gilles, alors mon prénom c'est Laurine, mais j'imagine que tu parles de moi, Gilles. On pourra tout à fait partager le replay ainsi que la présentation d'Alice
Alice produira également un, Alice produira également un article un peu synthétique des points à retenir sur cette question-là de pilotage par l'impact, pour que vous ayez en tête un peu les points un peu saillants de ce qu'elle a pu présenter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions directement à Alice. Donc, on bénéficie de son expertise pendant encore 10 minutes pour avoir des points de précision. Peut-être qu'il y a des points que vous n'avez pas compris ou que vous voulez avoir d'autres exemples pour que ça parle encore plus. N'hésitez vraiment pas à Je- poser vos questions. Je Alors, voulais bien. ouais. Pardon. Oui, Bonjour allez-y, Alice, Sophie. Bonjour. c'est Anne. Ah, Bonjour. bonjour. Je vais Bonjour, mettre Anne. ma vidéo, ce sera plus simple. Oui, moi j'ai une question parce que vraiment concrètement sur la question du numérique, c'est vraiment une difficulté d'avoir une vision très concrète du besoin des habitants et de voir concrètement si, par exemple, si on prend un conseiller numérique qui va n'être là, par exemple, que pour 2 ans, est-ce Ouais. qu'on va réussir à faire monter en compétence de manière générale la population d'un territoire pour que 2 ans plus tard, ils aient plus besoin de lui ou qu'on puisse évoluer sur d'autres projets après, quoi. Parce qu'il y a une notion un peu de... Le conseiller numérique, il a enfin, ou le conseiller ou tous les projets numériques, il y a un peu cette notion que ça va permettre à tout le monde de monter en compétence et qu'au bout d'un moment, on va pouvoir s'en passer, entre guillemets, quoi. Enfin, on ose espérer. Mais déjà, honnêtement, dès le départ, sur un diagnostic, j'ai jamais trouvé un seul endroit où on était capable de me dire, enfin, à part les données nationales qui disent il y a 30% de la population qui est pas inclus, etc. À part ça, j'ai jamais vu un territoire capable de dire, bah, moi, j'ai tant de personnes de tel âge à tel âge qui savent pas utiliser tels outils, etc. Donc, je me dis, si on n'arrive pas à évaluer au départ, comment on peut évaluer l'impact au bout, quoi? Vraiment, sur la question du numérique, c'est particulièrement compliqué. Alors, Voilà. ça renvoie à plusieurs choses, votre remarque. Sur la question, en fait, pour moi, ça renvoie à 2 dimensions. Il y a une dimension de comment je formule en fait une réponse qui est à la hauteur de l'enjeu. En fait, ce que vous renvoyez derrière avec le conseiller, c'est de se dire, bah, en fait, au regard de l'importance de la problématique sur mon territoire, est-ce que en fait, ça va vraiment être pertinent de choisir ce mode d'intervention, donc de recruter ou de mettre à disposition un conseiller pendant 2 ans, qui peut-être va peut-être toucher, je ne sais pas moi, j'en sais rien, 300, 500 personnes. Est-ce que c'est vraiment ça qui va permettre de répondre en fait à mon besoin social initial? C'est pour ça que nous, la théorie du changement, on l'utilise pas mal en stratégie d'impact, c'est aussi de se mettre à la hauteur des enjeux, de se dire, bah, en fait, de penser les solutions au regard des effets qu'on a envie de générer et de se dire, bah, potentiellement, si on se dit que le conseiller numérique, c'est intéressant, mais ce n'est que finalement une goutte d'eau dans une problématique beaucoup plus vaste. En fait, c'est comment on développe d'autres types d'actions, où on développe, parfois c'est pas des actions, hein, mais des formes de coopération avec d'autres acteurs pour toucher les personnes plus fortement. Donc moi, voilà, je sais qu'on a tendance à le travailler comme ça en se disant, voilà, si on a cette réflexion, c'est que potentiellement, peut-être, la solution qu'on a pensé mobiliser, elle n'est pas forcément adaptée. Et c'est bien là, en fait, que dans les stratégies d'impact, on se rapproche de l'amélioration, en fait, et de l'évolution du projet. C'est de se dire, bah, potentiellement, cette solution, cette activité que j'ai pensée, elle n'est pas en mesure de générer les effets au regard de la problématique, de l'importance de la problématique sociale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la deuxième chose, sur comment en fait on vient observer les effets générés, l'évolution en fait si on n'a pas le diagnostic initial. Là, effectivement, dans une démarche opérationnelle, la seule évolution que vous seriez en mesure, vous, d'identifier, c'est l'évolution, la montée aux compétences des personnes qui ont été effectivement reçues par ce conseiller. Mais en fait, effectivement, ça ne va pas vous donner les résultats globaux auprès de votre territoire, mais pour autant, ça va vous donner un indice sur la pertinence ou pas de cette activité. Si effectivement, je ne sais pas moi, sur les 200 personnes qui ont été accompagnées dans le temps, en fait, il y a, je sais pas moi, 90 personnes, il y a un taux de 90% de personnes qui se sentent être montées en compétences et que ça, c'est confirmé effectivement par le conseiller ou par d'autres acteurs, ce sera quand même un indice assez fort de la pertinence de la solution. Et ça peut permettre de se dire, de valider typiquement le fait que demain, en fait, on va avoir besoin de plus
de conseiller, ou par exemple d'observer que ce n'est pas forcément le bon format. Ça peut être utile, mais est-ce que effectivement le fait d'avoir des rendez-vous individuels, ponctuels, c'est ce qui est utile ou pas pour faire monter les personnes en compétences? Mais effectivement, en fait, votre évolution, vous n'allez être en mesure de l'observer que par rapport à la population que vous allez interroger. Sinon, quand les données sont disponibles, on peut venir aussi observer l'évolution de grandes données sociodémographiques à l'échelle d'un territoire. Je sais que par exemple, sur les projets d'insertion professionnelle, parfois on regarde, je ne sais pas moi, le taux de chômage au sein du département avant l'action et puis le taux de chômage après. Et ça implique effectivement que les données soient disponibles à l'échelle qui vous intéresse. Alors, c'est facile pour un département, mais je passe à l'échelle, je ne sais pas moi, d'un quartier, c'est déjà hyper compliqué. Pour autant, en fait, dans de la mesure d'impact, ce que vous allez... c'est pas grave, en fait, si vous n'avez pas de... Comment dire? Si vous n'avez pas une photographie précise et une traduction précise, en fait, de la situation, de la société à ce moment-là. En fait, vous allez venir observer un échantillon et de cet échantillon, vous allez pouvoir finalement tirer des enseignements. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut être honnête intellectuellement dans les mesures d'impact. Parfois, il y a des acteurs qui vendent leurs mesures d'impact en extrapolant beaucoup trop les résultats. Alors, ce n'est pas rigoureux sur le plan scientifique et ce n'est pas forcément très honnête. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à bien préciser la méthodologie que vous avez utilisée. Pourquoi cette méthodologie, elle a des limites? Et ces limites, c'est normal. C'est des limites d'accessibilité au terrain, c'est des limites de moyens. Et c'est totalement normal. Et du coup, ce que vous êtes en mesure d'observer avec ces limites-là et en quoi ça vient éclairer la grande problématique générale. Il y avait une question également de Sophie de mémoire. Oui. Sophie, tu es toujours Oui, là. bonjour. Merci de me donner la parole. Alors, c'était d'abord un grand merci à vous d'avoir organisé ça et Alice d'avoir parlé pendant, nous avez fait cette belle démonstration pendant presque 1h30. C'est pas facile quand il n'y a pas de retour, donc bravo pour l'exercice. Moi, j'ai trouvé alors nous, on en fait la mesure d'impact comme on peut, mais bon, finalement, mais pas c'est trop important. mal. Pas trop mal. Mais la notion de comme vous pouvez, elle est hyper importante en fait. C'est ça qui est... Ouais. Mais en fait, ça m'a rassurée sur notre démarche parce que effectivement, on pilote avec ça, on a mis des indicateurs dès le démarrage et c'est vraiment un outil d'évolution aussi de nos actions, pas seulement de dire ouais c'est super, on fait ça et c'est aussi comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc bon, ça me rassure. Donc ça c'est bien. La théorie du changement, le fait d'avoir ce schéma. De vraiment poser les choses avec ces étapes et tout ça, je trouve ça hyper utile et je vais pouvoir le partager en équipe. C'est-à-dire que ce qu'on fait de manière un peu peut-être parfois par logique, de bon sens, Oui. Là au moins on a un schéma et on va peut-être pouvoir un peu mieux formaliser encore les choses. Moi, je reste un peu sur ma faim sur l'impact à long terme. C'est-à-dire que personnellement, dans ce que nous faisons, donc nous déployons un programme qui s'appelle Quartier numérique. Ce que nous faisons, pour moi, c'est de l'impact, mais ça reste... Alors, c'est déjà très, très bien, mais je veux dire, c'est l'évaluation à chaud, c'est l'évaluation à court terme. Et je me dis, finalement, ce qui m'intéresse, alors on l'a un petit peu, vous l'avez déjà un petit peu amorcé, parce qu'effectivement, ce n'est pas juste dire, il y a X personnes formées qui sont aujourd'hui autonomes sur le numérique. Ouais. Bon, ça, c'est une première mesure, effectivement. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils en font? À quoi ça leur sert dans leur vie? Aujourd'hui, demain et après-demain. Quelqu'un qui est formé aujourd'hui, mais du coup, ça me fait poser plein de questions, c'est génial. Quelqu'un qui est formé aujourd'hui, qui atteint une certaine autonomie, par exemple, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ça va lui donner la capacité, à part lui-même, s'auto-former, aller plus loin, comment ça va potentialiser en fait voilà. Et ça, je trouve que bon, alors après, c'est pas évident sur le long terme. Tout ça, mais c'est vrai que ça renvoie à la question de maturité des effets. En fait, dans des logiques d'action et de mesure d'impact, vous allez avoir des effets à court terme, à moyen terme et à long terme.
Nous, on arrive à le déployer dans des organisations. La seule question que ça pose, c'est l'accès aux données, en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir recontacter la personne, je sais pas moi, 6 mois, 1 an plus tard. Après ça, c'est vraiment compliqué pour voir ce que ça a vraiment changé dans sa vie, effectivement, dans la remise dans une posture de capacité d'agir. Hein. Si vous pouvez avoir accès en fait à ces personnes, c'est faisable. Ce qui est bien dans ces moments-là, c'est plutôt de mobiliser des démarches plus qualitatives, donc de pouvoir réaliser des entretiens avec les personnes. Ce qui est bien avec les démarches qualitatives, c'est que vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup de données. Une démarche quantitative par questionnaire, vous avez, il faut un nombre minimal de réponses pour que ce soit exploitable avec des taux. Généralement, à moins de, 50 réponses sur un questionnaire, ça n'a pas trop de sens méthodologiquement de dire, il y a 75% des répondants qui ont indiqué ces effets et ces effets. Par contre, dans les démarches qualitatives, donc dans le fait de pouvoir mener des entretiens, des focus group, ce qui va compter pour valider vos données, c'est la redondance, c'est-à-dire le fait que des effets que vous avez observés viennent se répéter dans les différents entretiens. Ça, nous, on estime parfois à 7-8 entretiens, un nombre suffisant finalement pour observer des effets de redondance. Et donc là, effectivement, vous pouvez venir réidentifier un petit panel de personnes qui ont bénéficié de l'action pour mener une étude qualitative. Et donc, dans ce cas-là, ce qui serait intéressant, ce n'est pas tant les chiffres que d'analyser les processus, les témoignages, les verbatims, et qui sont hyper éclairants. Dans les mesures d'impact, on pense beaucoup à des taux, des chiffres clés, mais parfois, un verbatim, un témoignage d'une personne, il est extrêmement éclairant pour expliquer dans quelle mesure le projet a fonctionné. Voilà, Merci, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Je vois qu'il est 12h02. Je vous S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, si on peut prendre une dernière question. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, on a Gilles qui nous dit qu'il y a un rapport de France Stratégie Je le connais pas. qui est sorti. Donc voilà, vous avez aussi cette ressource-là. Une dernière question. Je crois que tout est clair. Ok, et parfait. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci beaucoup, Alice, pour ton intervention vraiment de qualité. J'espère qu'elle aura permis aux acteurs du réseau d'avoir des premières briques pour se lancer un petit peu aussi dans cette évaluation et dans cette démarche-là. On vous a mis aussi dans le chat un petit questionnaire de satisfaction, pardon, pour recueillir ce que vous en avez pensé. On vous enverra d'ici la semaine prochaine la restitution. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et tous. Laurine, peut-être un petit mot pour clôturer. Oui, je vous remercie pour votre participation et je remercie particulièrement Alice pour ces éclairages qui, j'espère, vont être bénéfiques pour les participants du jour et puis pour les personnes qui vont pouvoir voir le webinaire en replay. Et donc, on vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui se déroulera le 8 septembre en visio toujours de 10h à midi. Et qui traitera des résultats de l'enquête numérique et territoire qu'on est en train de mener en ce moment auprès des collectivités de la région Nouvelle-Aquitaine pour voir un petit peu les préoccupations et les enjeux des collectivités sur le numérique au sens large. On élargit le prisme un petit peu de l'inclusion numérique et donc la restitution, je vais y arriver, se déroulera le 8 septembre. Donc, vous êtes les bienvenus. Et je vous mets également le lien pour vous abonner à notre lettre d'info mensuelle où on vous partage toutes les actus tous les mois. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci à chacun et à chacune. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée à tous.